Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous rencontrons aujourd'hui un représentant de ce qui est, je crois, la plus grande entreprise adaptée d'économie sociale à but non lucratif de la région. Nous nous trouvons donc chez Récupération Frontenac, en compagnie de M. André Junior Saint-Cyr. Bonjour, M. Saint-Cyr. Bonjour, Guy. Bienvenue chez Récupération Frontenac. Parfait. C'est un plaisir d'être ici, je vous dirais. Ça a été un plaisir aussi, lorsque j'ai conçu l'entrevue, de découvrir tout ce qu'il y avait finalement de votre côté. Récupération Frontenac, ça existe maintenant depuis 45 ans. Comment ça a débuté, cette aventure-là? Et tu commences avec une question extraordinaire. Comment ça a débuté? Vers la fin des années 70, il y a un groupe de professeurs et de directeurs, en fin de compte, au niveau de la commission scolaire des Appalaches, qui se questionnaient, en fin de compte, sur un groupe d'élèves ou des groupes d'élèves, que ça pourrait être plus difficile pour eux d'intégrer le marché du travail quand ils vont avoir fini leurs études. Donc, on a eu, en fin de compte, dans ces années-là, à faire une réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur venir en aide, pour leur donner un coup de main. Puis ça donnait bien parce que vers la fin des années 70, c'est là que les entreprises adaptées d'économie sociale se sont mises à se mettre en place. Puis il n'en existait pas beaucoup dans le temps. Mais Récupération Frontenac, en fin de compte, ont fait les demandes pour justement être accréditées, pour être reconnue comme étant une entreprise adaptée. Donc, il y avait une personne à la tête qui est M. Guy Lessard, qui est encore membre actif là, au niveau de notre conseil d'administration, puis qui a été président pendant quand même plusieurs années. Ça doit faire 5-6 ans là, que M. Lessard il a donné la présidence là, à M. Marc Soucy. Mais à ce moment-là, c'est lui qui était le leader du groupe. OK? Puis l'équipe, à ce moment-là, ils ont mis des plans d'action pour s'assurer que chaque personne qui était dans des programmes scolaires qui pouvaient éprouver certaines difficultés, bien, quand ils vont sortir de l'école, bien, il y a quelqu'un pour eux qui va leur permettre de poursuivre dans leur développement. Puis c'est comme ça que ça a parti. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Là. On parle là, en 1980. 1981. Ça a fêté vos 45 ans. Ouais, exact. Fait que pas beaucoup de monde. Ça a commencé avec 7-8 personnes. Puis à un moment donné, ça s'est multiplié. Puis, ça, c'était la mission sociale. C'est devenu une mission sociale qui est là pour intégrer les gens qui vivent avec, ce qu'on disait dans le temps, une limitation fonctionnelle. Okay? Aujourd'hui, quand on regarde ça, 45 ans plus tard, comme tu dis si bien, on est rendu là, à 150 personnes chez Récupération Frontenac. Okay. Mais il fallait quand même avoir le courage, puis il fallait aussi avoir le cœur d'aider les gens. Ouais. Okay? C'était quand même extraordinaire. Là. Toute cette pensée-là qui est en arrière de tout ça, là, ça vient... c'est assez profond. Mais il y avait une question aussi importante à se poser. C'est que maintenant qu'on a décidé de démarrer une entreprise adaptée d'économie sociale, ils vont faire quoi? Ouais. Ils vont faire quoi? C'est quoi l'activité qu'on va leur donner? C'est quoi les tâches? C'est quoi les travaux qu'on va leur donner? Fait que ça donnait bien, encore une fois, il y avait des politiques environnementales qui étaient en train de se mettre en place et il y avait des programmes en lien avec l'environnement qui touchaient plus précisément la récupération. Puis à ce moment-là, on avait le papier, puis on avait le carton, puis on avait les journaux. Fait que ça a commencé avec des petits camions. Fait qu'il y avait des gens qui étaient sur la cueillette. Ils allaient chercher dans des entreprises ou même un moment donné dans à la porte, dans des résidences privées. Ils allaient chercher les matières récupérables. Et par la suite, bien, on le sait très bien comment que ça a tourné. Il y a eu les petits bacs bleus avec un séparateur dans le centre. Tout ce qui était verre, plastique, métal d'un côté, puis tout ce qui était fibre de l'autre côté. Et après ça, on a mis les bacs, les 240 litres, puis après ça, les 360 litres. Ça a fait en sorte qu'à partir du jour où est-ce qu'on a pris la décision d'aider les gens, puis qu'on a pris la décision, en fin de compte, de créer cette activité de récupération-là, bien, tout a changé autour de nous, puis vous le savez très bien. T'sais, aujourd'hui, ce qu'on met dans le bac bleu, des fois, on peut trouver ça peut-être dur à suivre, mais quand on dit que c'est dur à suivre, des fois, il faut soi-même, en tant que responsable, en tant que nos responsabilités l'exigent, c'est d'avoir l'intérêt de lire, d'avoir l'intérêt d'aller chercher les informations pour s'assurer que qu'est-ce qu'on met dans le bac, bien, que ce soit les bonnes matières pour que ça facilite le travail de nos employés, puis que ça facilite aussi là, la qualité des produits finis qui sortent là, du centre de tri. Fait on a été obligé de mécaniser, parce qu'avant ça, le travail se faisait à la main. Mais quand on prenait une bouteille de vin, bien, on la cassait avec une pioche.
OK. Aujourd'hui, quand on va dans l'usine, il y a des, on appelle ça, nous autres, un glass breaker, mais il y a des séparateurs qui sont là pour justement briser les morceaux de verre qui n'ont pas été brisés lors du transport chez nous. OK. Et on en fait du grain, et avec ce grain-là, on l'expédie chez les recycleurs. Fait que tout a changé parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire... Premièrement, on ne pourrait pas embaucher 150 personnes, puis on ne pourrait pas faire non plus 30 000 tonnes métriques par année. Fait que 30 000 tonnes, c'est pas juste dans nos régions. C'est qu'on va chercher de la matière un petit peu partout dans d'autres régions. C'est quand même beaucoup, 30 000 tonnes métriques. Oui, quand même. Okay. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, Récupération Frontenac des autres entreprises d'économie sociale? Qu'est-ce qui nous distingue? Écoute, tout de suite en partant, la mission. Ouais. La mission qu'on a. Je te dirais la vision, les valeurs. Quand on parle de distinguer, qu'est-ce qui nous distingue? Je ne suis pas là à comparer avec d'autres entreprises d'économie sociale parce que j'ai la conviction que chaque entreprise d'économie sociale fait un travail extraordinaire pour les mêmes raisons. Mais qu'est-ce qui nous distingue peut-être le plus, c'est le secteur environnemental. On connaît maintenant la mission sociale, puis ça, on est en plein développement, on est en maintien et en développement, mais toute la section environnementale, la mission environnementale plutôt, je vous dirais que c'est quand même un gros défi à rencontrer. Parce que on nous demande non seulement de traiter 30 000 tonnes, mais les tonnes qui sortent d'ici, il faut que ce soit des tonnes de qualité, comme je disais tantôt. Il faut que ce soit vraiment des tonnes de qualité. Fait que, bien entendu, à travers le développement des compétences de l'être humain, on ne peut pas lui demander de traiter 30 000 tonnes à la main. Donc, il faut que ça soit supporté par des procédés mécaniques de haute technologie pour justement faciliter le travail des gens, pour que les gens soient plus en mesure d'exercer un contrôle de qualité que de trier toujours les matières une à une parce qu'on ne pourrait pas y arriver. Fait que qu'est-ce qui nous distingue? Encore une fois, tu me poses la question, puis j'ai pas réfléchi là-dessus, mais je te dirais que c'est qu'on est en mesure de s'adapter avec les différentes situations qui changent rapidement. Ça nous distingue. Oui. Yes. Ce que je vois quand je regarde Récupération Frontenac, vous êtes constamment en développement, au fond. Oui. Comment ça s'explique? Ça s'explique par le changement, par les changements politiques, par... Il y a plein de choses là, qui... Cadre en ligne de compte, finalement. Hein? Oui. Mais ça s'explique... si tu me demandes... Il y a une volonté en arrière de tout ça, quand même. Ben oui. Puis si tu me demandes, Guy, là... Donne-moi juste une raison, parce que, tu sais, je te donne quand même beaucoup d'informations, là. Mais qu'est-ce qui explique, en fin de compte, les changements? C'est toujours en lien avec le maintien de notre mission sociale, qui est l'intégration, OK? Parce que si ça n'existe pas demain matin, le centre de tri, en fin de compte, on n'est pas là aujourd'hui. Le centre de tri, soit qui n'existe pas, ou soit qui est géré par une entreprise privée. Donc, en fin de compte, c'est là qu'on en est. Si on veut continuer à maintenir, puis à créer des emplois en région, des emplois de qualité, bien, on n'a pas le choix. C'est que, considérant qu'on est dans une région un petit peu éloignée des grandes villes, pas tant que ça, mais on est à peu près entre 1h30 et 3h, là, Québec, Montréal, puis tout, bien, c'est sûr et certain qu'il faut garantir un certain volume, un certain tonnage. Okay. Parce que, mettons qu'on traiterait 5 000 tonnes par année, bien, ça serait beaucoup moins intéressant, en fin de compte, pour ceux qui nous donnent des contrats. À 5 000 tonnes par année, on est un tout petit centre de tri et on n'est presque pas mécanisé. Mais quand on dit qu'on traite 30 000 tonnes par année, ça prend des investissements. On n'a pas le choix. Puis, avec ces investissements-là, à toutes les fois qu'on les accepte, à toutes les fois qu'on les crée, bien, cette dynamique-là ou ces questions-là, c'est en lien vraiment à une question qu'on se pose. Est-ce que c'est en lien avec notre mission sociale? Est-ce que l'investissement va nous permettre de continuer à créer des emplois? Et si la réponse est non, no go, on ne touche pas à ça. Moi, je comprends. Tu comprends? Parfait. Il y a divers volets dans la mission sociale au fond de l'entreprise. Vous avez aussi le centre de tri. Au fond, il y a l'atelier de travail. On va y revenir. Au fond, il y a une mission qui est sociale, qui est économique, mais qui est aussi environnementale. Absolument. OK. Vous insistez beaucoup sur la volonté de faire les choses différemment et l'importance de l'équipe de travail. Pourquoi est-ce important, au fond, pour vous, de prendre soin de votre monde? Et ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que si on veut continuer à avoir du plaisir à venir travailler, si on veut continuer
à rendre les comptes, hein, parce que quand même, là, on travaille pour le citoyen, on travaille pour des papetières, des recycleurs, on travaille pour Éco-entreprise Québec, ça fait déjà 1 an. Bien, si on veut continuer à faire un bon travail, bien, ça prend quand même un climat de travail qui est favorable. Fait que pourquoi que c'est si important? Bien, s'il n'y a pas de climat de travail, on va pas nulle part. Puis, tu sais, on est dans une entreprise qu'on ne demande pas d'être compétitif aux employés. On est dans une entreprise qu'on se doit quand même d'être productif. Et ça fait toute la différence. OK? Fait que pour nous, ici, l'enjeu principal, quand on intègre des gens, il y en a 5, en fin de compte. Là, le premier, c'est la santé et sécurité au travail. Parce qu'on dit que quand tu te lèves le matin et que tu t'en viens travailler chez nous dans un milieu qui est hyper mécanisé, bien, on veut que tu ressortes le soir à 4 heures puis qu'il t'aille rien arrivé. Fait qu'on a une personne à temps plein chez nous qui s'occupe justement de nous amener ailleurs, de nous faire évoluer dans les nouvelles politiques au niveau de la santé et sécurité au travail. Puis ça, pour nous, ça fait partie de nos valeurs d'entreprise. C'est primordial, au fond. Le deuxième, en fin de compte, on parle de l'environnement. Parce qu'en fin de compte, en tant qu'être humain, on aime ça rentrer dans un environnement, on aime ça travailler d'un environnement qui est convivial, on aime ça travailler d'un environnement qui est plaisant. Fait que si les gens rentrent ici le matin, puis que c'est le désordre, puis que c'est bordelique partout, bien, ça fonctionne pas. Fait que tout de suite, en partant, ça affecte le climat de travail, qui est notre troisième valeur aussi. Fait que le climat de travail, si je te respecte, je te reçois chez nous, puis je m'assure que ça soit sécuritaire pour toi, que l'environnement soit propice, en fin de compte, à te faire passer une belle journée, bien, tu vas être content. Ouais. Puis si tu es content, bien, on passe au numéro 4, c'est que le client va être content aussi. Parce que le client, il va avoir de la qualité. Parce que le travail que je te demande de faire, tu le fais bien. Puis quand il nous reste du temps, il y a une 5e, c'est la production. Quand on parle de production, c'est parce qu'on a souvent des problèmes. Parce que les procédés ici sont en continu, OK? Et si on dit qu'on parle de production parce qu'on a des problèmes, bien, ça devient un élément de discussion qui est très rare. OK? Pas parce que on est parfait, mais c'est parce qu'on prévoit des choses. Fait que dans l'ensemble de nos procédés, si ça arrive, voici ce qu'on fait. Fait qu'on a une équipe qui est quand même bien formée aussi pour... Fait que c'est pour ça, quand j'ai travaillé chez Récupération Frontenac, je peux te dire une chose, c'est que les gens qui travaillent ici, vous allez voir, si on va à l'intérieur de l'usine, tantôt, les gens sont de bonne humeur. Puis même chose du côté de l'atelier de travail, hein? Parce qu'on tu m'emmènes vers là tranquillement, là. Oui, on va y aller aussi, c'est sûr. Ouais. Mais tout ça, ça fait un environnement, au fond, que je trouve inclusif, bienveillant. Quand ça doit avoir des retombées positives, au fond, positives sur toute l'équipe. Là. Ben oui, absolument. Yes. Puis même sur les réseaux sociaux, quand on regarde ça, votre page Facebook, par exemple, on voit vraiment une grande famille. Ça donne vraiment cette impression-là quand on regarde le tout. Puis comment parvenez-vous finalement à cultiver cet esprit d'équipe, cette ambiance humaine et respectueuse? C'est des bonnes questions. Hein? Comment qu'on parvient? Ben, écoute, on parvient à atteindre ces objectifs-là en prenant soin de notre monde. Ouais. En prenant le temps de bien communiquer là où on s'en va. Je pense que c'est important. Ouais. S'il n'y a pas de lien tissé entre l'employeur et l'employé, ben on ne va pas nulle part. Puis chez nous, chaque personne qu'on engage qui fait partie de l'encadrement, ben je le prends comme un coffre d'outils. C'est qu'on est là, en fin de compte, on est au service de l'employé. OK? Et on n'est pas le boss des employés, mais on est vraiment au service de nos employés. C'est ça la mission de l'entreprise. Ouais. Tu comprends? Ça fait toute la différence. Fait que des fois, moi, je travaille, ça, c'est l'environnement où est-ce qu'on est, c'est la salle de conférence. Moi, j'ai pas de bureau chez Récupération Frontenac. C'est ici que je fais les choses. Puis là, la porte est fermée parce que tu es là. Puis, Autrement que ça, elle est toujours ouverte. Autrement que ça, elle est tout le temps ouverte. Les gens, ils ont toujours accès. Puis quand ils viennent me voir, ben ça peut arriver que je lève la main puis dire non, mais habituellement, ils ont toujours accès. Puis c'est de même dans tous les bureaux. Fait que la politique de la porte ouverte, là, ici, c'est clair, net et précis qu'on est là. Je répète, on donne les outils aux employés. Fait qu'on n'est pas... comment je dirais bien, là? On n'est pas les patrons en soi, on est plus... on est là pour les aider. Puis tu me parles C'est ça qui forme l'équipe, au fond. Ouais. Puis tu sais, tu me parles de ça, puis l'organigramme, en quelque part, quand tu arrives d'une entreprise, souvent, tu vas voir la direction générale. Après ça, ça baisse. Puis, en bout de ligne, tu vois les ouvriers, tu vois tout le monde. Mais ici, c'est le contraire. Fait en bas de l'organigramme, c'est le conseil d'administration, la direction générale. Après ça, tu as tous les corps de métier, puis tous les départements, OK? Puis, l'exemple que je donne là-dessus souvent, c'est que on est là
OK? Puis on supporte un organigramme. OK. OK? Puis pour que ça soit moins douloureux, pour ne pas l'avoir tout le temps à bout de bras, bien, c'est important pour nous autres que cet organigramme-là soit léger, OK? Puis que ça soit facile à gérer. Fait que c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Donc, ça prend des moyens. En mettant des moyens en place, bien... J'aime bien votre conception des choses, au fond. Mentionner quelque part, je pense, que l'entreprise s'adapte aux employés et non l'inverse. Comment parvenez-vous finalement à créer un environnement où les employés gagnent rapidement confiance, puis ils sont appelés à se dépasser aussi tout naturellement? Hein? Comment qu'on réussit, en fin de compte, à gagner la confiance des employés? C'est un petit peu ça que... Oui, eux autres, ils gagnent rapidement confiance des employés du fait de l'entreprise, de son mode de fonctionnement. Puis ça les amène aussi à se dépasser, les employés. Bien, c'est une relation de confiance. Oui, carrément, qui se carrément, développe. tu sais, avec ce que j'explique, c'est... La confiance est bien établie. OK. S'il n'y avait pas de confiance, on va nulle part. OK. Fait tout le monde serait là en train de se watcher, puis... mais il y a une grande confiance. OK. Au niveau des prix Zénith cette année, vous avez gagné celui en attraction, intégration et rétention RH. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, vous distingue des autres employeurs à ce niveau-là? Mais là, j'ai déjà des petits indices avec ce que vous m'avez mentionné. Oui, bien, en fin de compte, qu'est-ce qui nous distingue? Pour moi, en fin de compte, le fait d'avoir gagné ce prix-là, c'est un honneur pour l'entreprise, mais surtout un honneur pour, quand je parle d'entreprise, pour nos employés. Ouais. Fait que pour eux, quand on leur présente ce genre de prix-là, ben c'est merveilleux. Tu sais, les gens disent « Wow, mais crime, on est reconnu, puis c'est intéressant. » Par contre, pour moi, je ne le vois pas comme un concours. OK? Non. Parce que, à travers les gens qui participent à ce genre de gala ou au gala ou peu importe, là, les nominations, ben ce sont tous des entreprises qui font du bien. OK? S'ils sont là, puis même ceux-là qui ne s'inscrivent pas, bien, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui à quel point les entreprises développent tout ce qui s'applique au capital humain. C'est incroyable, là. OK? Fait que je peux pas dire qu'est-ce qui nous distingue, OK? Mais à travers toutes les informations que je vous donne, on est une entreprise qui s'occupe de nos employés. Ouais. Fait que je suis convaincu que les autres entreprises qui étaient là, puis je répète que même ceux qui n'étaient pas là, bien, qui ont de quoi aussi ils ont de quoi à s'applaudir. Oui, en effet. On dit que je pense qu'environ 70 des membres du personnel, de votre personnel, qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Ouais. Comment adaptez-vous les postes pour favoriser leur réussite? Puis y a-t-il du type de soutien qui est apporté pour assurer leur développement? OK. J'ai peut-être mal compris la question. Le 70 ça, c'est correct. Ouais. Mais comment on va chercher ces postes-là? Au fond, comment adaptez-vous les postes? Y a-t-il des choses qui se font? Y a-t-il du soutien qui est fourni aux employés? OK. Très bonne question. Merci. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne qui rentre ici, puis qui a été évaluée comme ayant une limitation fonctionnelle, nous est présentée par le CEMO en Chaudière-Appalaches et Emploi Québec. Dans le comité RH qu'on a, bien entendu, avec notre directrice des ressources humaines, puis notre technicien en RH et le CEMO et Emploi Québec, c'est qu'on nous présente des candidatures et on nous explique, en fin de compte, la limitation des gens qu'on s'apprête à nous présenter. Okay. Et nous, on se permet de questionner, puis on regarde à travers les différentes limitations, dans quel poste que cette personne-là pourrait aller. OK? Est-ce que, premièrement, la personne elle pourrait s'intégrer au centre de tri? Est-ce que la personne, c'est plus un candidat pour aller au niveau de l'atelier de travail? Est-ce que c'est une personne qui pourrait aller, parce qu'on a quand même une couple de camions, bon, on fait du transport, on va chez nos clients, etc. On a aussi une autre usine, petite parenthèse, une usine de destruction des documents confidentiels là, en arrière du Saint-Hubert. Puis on a un entrepôt de 125 000 pieds du côté de Vimy Ridge. Mais tout ça, c'est qu'on a 4 bâtiments. Fait que quand les gens nous présentent une candidature, c'est là qu'on prend le temps de regarder où est-ce qu'on la met. À cette heure, une fois qu'on a pris cette décision-là, on va rencontrer l'employé. On fait une entrevue comme on ferait une entrevue de tous les jours. Là, avec, bon. Puis, suite à ça, si on prend la décision d'embaucher la personne, on lui fait un beau plan d'intégration. Et il va passer du temps avec des superviseurs, il va être en compagnonnage avec certains employés, il va être en formation, il va être etc., etc. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Jamais qu'on va prendre une personne puis qu'on va l'envoyer, mettons, à un endroit X sans avoir de support. Puis des fois, ça peut durer 3 mois.
Quand même, OK. Avant que l'emploi commence vraiment, véritablement, Oui. au fond. Puis la plupart des postes qui rentrent ici, je dirais là, au niveau PSEA, que c'est des postes subventionnés, bien, on commence toujours avec une cadence plus légère. Ça fait qu'on va y aller avec des 12 heures par semaine. Après ça, on va augmenter, mettons, à 20 heures, à 24 heures, pour en finir souvent là, à faire du temps plein qui est 35 heures par semaine pour. Chaque année, vous traitez présentement, je crois, combien de tonnes 30 de 000 matière? tonnes par 30 000 année. tonnes de matière recyclable. Ils viennent des institutions, commerce, industrie. Je pense que c'est appelé à augmenter encore ou c'est pas mal stable présentement? Pour nous, en ce qui nous concerne, pour l'instant, OK, c'est stable. OK. C'est stable à 30 000 tonnes. Mais ça a déjà augmenté beaucoup par les années passées. Hein? Oui. Depuis les 15 dernières années, là, on a augmenté là, de façon là, quand même incroyable. Là. Est-ce une façon dont la croissance est assurée? Vous pouvez gérer tout ça, au fond? Ça, c'est une bonne et large question. OK. C'est que le centre de tri en soi, à 30 000 tonnes dans notre région, OK, ça l'assure les emplois pour ceux qui sont capables d'intégrer le centre de tri, mais ça l'assure les emplois pour des années devant nous. C'est ce qu'on OK. c'est ce qu'on C'est ça travaille là, l'objectif, actuellement. OK. Si on veut que le centre de tri continue à créer des emplois, il faut continuer à mécaniser, il faut continuer à innover, puis il faut continuer à maintenir des bonnes relations, tant au niveau des recycleurs qu'au niveau des gens qui nous donnent des contrats. Ça, pour nous, ça, c'est C'est clair. un univers en soi, finalement. C'est un univers. Par contre, les gens qui ne sont pas en mesure d'intégrer le centre de tri, pour ceux-là, en fin de compte, on a développé l'atelier de travail depuis 2017. On a commencé à 5 employés, 5 usagers. On est rendu 54 à matin. Oh, OK. Fait que ça, c'est quand même énorme. Puis si on pense comme ça, c'est que l'avenir, OK, va probablement, dans notre vision, mettre plus de gens qui ont des limitations vers l'atelier de travail que dans le centre de tri. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de personnes avec des limitations dans le centre de tri, mais on va être beaucoup plus sélectif. OK. Fait que le fait d'arriver puis de mécaniser davantage pour maintenir un tonnage de 30 000 tonnes métriques par année, pour nous, d'augmenter de 5 000 ou 10 000 à partir de l'année prochaine, ça ne serait pas le temps de le faire. OK. Mais si on nous demande de devenir plus gros puis de traiter 50 ou 60 000 tonnes par année, bien, à partir de ce moment-là, on a une vision, on a des plans. OK. OK, voici c'est quoi qu'on pourrait faire. Et malheureusement, je ne peux pas le dévoiler. Non, mais évidemment. un jour, peut-être dans un an, je pourrais Yes. annoncer nos couleurs là-dessus. Mais il y a des plans qui sont faits là, à ce niveau-là. Fait que l'atelier de travail prend une grande place au niveau de notre mission sociale aussi. Là. Parfait. Présentement, au fond, les règles ont un peu changé au niveau de la collecte. C'est important pour le public de faire bien le tri à la maison. Il y a des éléments problématiques que vous recevez encore trop souvent et qui sont à éviter. Y a-t-il un message où c'est faire passer à la population pour éviter ces situations, des affaires qui peuvent endommager finalement vos installations, vos équipements, puis être désagréables aussi pour vos employés? Y a-t-il des gestes simples finalement que monsieur et madame tout le monde peuvent poser pour améliorer la qualité du tri? Ben, en fin de compte, mettons que je vais répondre à la question en deux moments. Là. La première, c'est je pourrais vous dire que qu'est-ce qui va pas dans le bac, ça me tente pas d'en parler. Ouais. Mais ce qui me tente de parler, c'est ce qui va dans le bac. Tout le monde devrait réfléchir de même. En fin de compte, ce qui va pas dans le bac, là, c'est parce qu'on n'a pas le droit de le mettre dedans. Puis ça nous donne des problèmes incroyables au niveau du centre de tri. Des problèmes, je vais donner des exemples, des matériaux secs. On va prendre un morceau de bois, un 2x4, mettons, de 4 pieds de long qui rentre dans le bac. Bien, quand il arrive ici, il peut briser nos courroies, il peut créer des blocages monstres. Ouais. Et on sait très bien qu'un procédé en continu, quand il y a un arrêt de production, c'est tous les employés qui n'ont pas de travail, là, le temps que ça débloque. Fait que ça, là, c'est bon. Des blessures, OK? Ouais. On peut, en fin de compte, mettre des choses dans le bac sans penser que ça pourrait provoquer des blessures aux gens. Je vous donne l'exemple, une lame de scie. OK? Bien, l'employé, oui, il y a des gants, il y a des équipements de protection, en fin de compte, mais il reste qu'il y a des choses qui sont quand même dangereuses à prendre dans nos mains. Il y a les fameuses batteries qui vont sur des outils électriques. OK. Ces batteries-là, là, on veut pas les avoir parce que ça fout le feu dans les centres de tri au Québec. OK. Puis partout dans le monde. Fait qu'on n'en veut pas de ça. Fait que c'est toutes des choses qu'on veut pas avoir. Je pourrais aller plus loin, mais je m'arrêterai là parce qu'il y a des choses qu'on veut pas savoir. Mais c'est vraiment, OK. présentement, c'est contenant, emballage imprimé, je crois bien. Exactement, tu dis bien.
Puis, si on veut faire un résumé de ces matières-là, bien, tout ce qui est papier, tout ce qui est carton, tout ce qui est verre, hein? Pas de la vitre, mais du verre. Non. OK? On parle d'acier. Quand on parle d'acier, on parle des cannes de bine. Là, ça rentre dans les contenants, au fond. Hein? On parle de tous les contenants d'aluminium. Bien entendu, il y a une consigne. Ça, c'est un libre choix. Le citoyen il est libre de faire ce qu'il veut. On lui donne la possibilité de l'envoyer chez des centres de consigne-action. Mais s'il ne veut pas y aller, il les met dans le bac bleu. Bien, rendu ici, on est mécanisé quand même. Okay, ouais. Mais c'est sûr que les cannes s'en iront pas au site d'enfouissement, c'est qu'on va les récupérer. Fait qu'il y a des enjeux. Mais ça part de la volonté des citoyens. Puis, je terminerai en disant, est-ce que vous connaissez des entreprises qui n'ont pas de moyens de contrôler la qualité sur l'approvisionnement, sur leurs matières premières, tout de suite en début de la chaîne de production? Il n'y en a pas beaucoup, mais nous, on est comme ça. Ouais. Fait que quand le camion de recyclage y arrive puis qu'il dompe ses matières sur le plancher, bien, s'il y a de quoi de pas correct à l'intérieur, il est comme trop tard. OK, déjà, oui. Ben oui, parce que c'est à la maison que le travail devrait se faire. Tout le monde devrait se sentir concerné par ça, au fond. Exactement. Mais il y a une chose que je pourrais ajouter. Oui. C'est que le citoyen, depuis de nombreuses années, fait un travail extraordinaire. OK. Fait que ça s'applaudit, ça. OK? Fait que c'est pas vrai qu'on reçoit juste des cochonneries ici, là. Mais ça arrive quand même. Mais ça arrive qu'il y en a qui ont peut-être pas compris encore, mais c'est plutôt rare par rapport à si on recule de 20 puis 25 ans. Fait que les gens ils ont de l'intérêt de plus en plus. Okay? Ça, Ils sont plus conscientisés qu'ils ne l'étaient. Oui, mais il y a encore du travail à faire. OK. On parlait d'atelier de travail un peu tantôt qui existe depuis 2017. Ça va faire 10 ans bientôt, finalement. 10 ans. Puis ça vient d'être relocalisé au fond parce que j'imagine que c'était plus assez grand où c'était situé avant. Quel était l'objectif initial lors de la création de l'atelier? C'était de maintenir notre ratio par rapport au nombre d'emplois qu'on crée pour des gens qui ont des limitations. Fait que tantôt, on disait que chez Frontenac, il y a 70 % des gens qui vivent avec une limitation ici dedans, le centre de tri et l'atelier. Mais on a quand même un ratio important si on veut garder notre statut d'entreprise adaptée qui est de l'ordre de 60 % Fait que si tu n'atteins pas ton 60 % ça veut dire en quelque part que à la longue, tu peux pas être reconnu comme étant une entreprise adaptée comme nous, on l'est. Ouais. Fait que l'objectif en soi, c'est de créer de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'on veut être dans notre région, dans nos régions, un employeur de qualité pour offrir à des gens qui ont besoin de se développer un travail adapté qui va leur permettre, en fin de compte, de gagner leurs propres sous et d'être autonome. C'est ça qu'on veut. Fait que si on veut continuer à maintenir le ratio, si on n'aurait pas créé l'atelier de travail en 2017, on aurait eu une énorme difficulté juste avec le centre de tri de continuer à maintenir nos opérations. Fait que l'atelier de travail, elle est hyper importante. L'atelier de travail, au fond, les postes sont-ils plus adaptés à des limitations qui sont parfois plus sévères aussi? Oui, absolument. Parfait. Mais il y a même, je pense, une éducatrice spécialisée sur place. Ben oui. Qui finalement s'intègre au parcours des employés, puis leur vient en aide aussi. Exact. L'atelier de travail, il y a une coordonnatrice de l'atelier qui m'aide justement à emmener cette entreprise-là plus loin, à bien la développer. Il y a un moniteur éducateur spécialisé qui est là, en fin de compte, pour continuer à suivre l'évolution des employés puis de mettre des plans en place. Il y a les ressources humaines qui participent aussi activement là, pour justement s'assurer que chaque employé ait un plan de développement. Fait que ça commence à être gros, là. Oui, pas mal, oui. Puis on n'a pas eu le choix de déménager parce qu'avant ça, on était situé sur le coin C-Récauette. Oui. Puis on avait de la place à peu près pour 20 personnes. Mais on s'est rendu jusqu'à peut-être 35 personnes. Donc, il a fallu disposer de notre layout pour justement continuer à les accueillir en attendant qu'on se trouve là, rendu à 54 employés, ça aurait été beaucoup trop serré. On n'était plus capable. Je peux comprendre. C'est quoi les principaux travaux qui sont réalisés à l'atelier de travail? C'est une très bonne question. En fin de compte, on assemble des becs verseurs qui proviennent là, de DSD International. Ouais. Fait que ça, je vous dirais que c'est un gros morceau pour nous. Puis les gens adorent faire ça. Puis DSD International sont là depuis le tout début. Le tout début qui nous supporte là-dedans puis qui nous aide à continuer à embaucher des gens. Fait que ça, c'est merveilleux. On a eu aussi à travailler avec Appalache Nature pendant quand même, là, au début des années là, de 2017, au démarrage. Puis, ça fait pas longtemps, mais on n'a plus vraiment beaucoup de travaux, là.
Mais on mettait, mettons, 20 bonbons d'érable dans une boîte, puis on exportait ça en Europe, etc., peu importe. Mais c'était vraiment un travail intéressant. Mais là, pour des raisons, là, peu importe, on en fait moins. On va travailler avec le comptoir familial de Thetford. Okay. Ça veut dire que quand vous, en tant que citoyen, quand vous emmenez des poches au comptoir, bien, il y a du linge là-dedans, bien, nous, on va trier le linge. Fait qu'on vient en aide, il en trie déjà au comptoir, il y a une équipe qui travaille là, qui sont des gens formidables, mais il y a quand même, avec l'évolution là, des Amazon, puis des Temu, puis tout ce qu'on veut, là, bien, il y a beaucoup de linge en circulation. Puis c'est pas la même qualité qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Fait qu'on se ramasse avec des tissus complètement différents, puis les poches de linge sont bien garnies. Fait que maintenant, ils ont besoin d'aide. Et nous, on vient en aide au comptoir familial pour compléter. On travaille pour des imprimeries, on travaille pour une entreprise là, qui fait des genres de produits naturels à partir du sureau. Ouais. Le fruit, là, qui est le sureau. Ils se cultivent à Saint-Jacques-de-Lise, entre autres, là, aux cultures Mara. C'est ça. Fait que je l'en passe, là, mais il y a quand même... Ça fait quand même beaucoup de choses et tout ça, au fond, contribue à l'autonomie, la polyvalence, l'insertion sociale aussi des employés. Donc, c'est encore dans votre mission de toute façon. Oui. Parfait. L'atelier demeure encore, je pense, plus ou moins connu. Est-ce que vous désirez faire des choses pour améliorer sa visibilité? Surtout, là, vous êtes rendu sur le Mont-Granit maintenant, je crois? Oui, on est anciennement, depuis le mois de juillet, on est dans les locaux, anciennement le Club Aramis. Oui. OK? Mais on se prépare à déménager sur le coin de la 9e rue et de la rue Montfait. OK. Fait qu'on s'en va là pour le 1er mars, là, probablement que tout le local il va être prêt. Puis il y aura bien entendu là, l'organisation, une conférence de presse qui va être faite là, vers le mois de mai ou le mois de juin. Fait qu'on compte tout à être connu, ça c'est sûr et certain. Mais pour continuer à se développer, on avait besoin de plus de pieds carrés. Puis il y a beaucoup d'autres activités qui sont en cours, là, qui sont projetées. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, au fond, à ce niveau-là. Il y a des défis, des opportunités qui accompagnent justement le nouveau lieu de travail au fond de l'atelier. Comment voyez-vous son développement dans les prochaines années? Écoute... Avec les nouveaux projets dont vous m'avez fait part quand même. Bien, au niveau de notre mission sociale, au cours des 5 prochaines années, c'est qu'on voit encore l'intégration de plusieurs emplois. Donc, si on veut encore embaucher plusieurs personnes pour l'atelier de travail, bien, ça prend encore plusieurs projets. Fait que quand on parle de défis, bien, c'est d'aller chercher d'autres contrats. Puis ces contrats-là, bien entendu, c'est qu'on essaye de linker, de faire le maillage avec notre mission environnementale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en soi pour donner une valeur ajoutée à ce qu'on fait au centre de tri? Fait que c'est là-dessus qu'on réfléchit, mais il n'y a rien qui empêche qu'on a quand même beaucoup de choses qui se présentent devant nous pour continuer à faire de l'assemblage ou à faire d'autres choses. Là. OK. Il y a plusieurs entreprises qui collaborent avec vous, vous disiez, au sein de l'atelier de travail. Quelle importance ont ces partenariats? Ça vous aide à avancer, j'imagine? L'importance du partenariat, ça nous aide à avancer, effectivement. Sans les personnes qui nous donnent du travail, on peut pas continuer, on peut pas poursuivre. Là. Fait que c'est majeur là, comme importance au niveau de la relation, là, c'est majeur. Là. Comme dans toutes les entreprises, d'ailleurs. Là. Si tu perds tes clients demain matin, bien, tu peux pas garder ton monde en place. C'est sûr. On parlait un peu, au fond, de la destruction de documents confidentiels. Ça existe toujours? Ça existe toujours, puis c'est un département aussi qui va être déménagé à même l'atelier de travail là, sur Coin-Cyr et pas Cyr, mais 9e rue et Cahouette. Et ça, au fond, comment ça fonctionne? Les gens vous contactent pour... Bon, écoute, il y a plusieurs choses. On a des contrats déjà bien établis, là, avec des entreprises, des organismes, institutions et autres. Institutions, peu importe. Fait que on a une personne qui fait la cueillette une fois par semaine. Donc, on a des équipements pour aller chercher les bacs de 240 litres, peu importe où. Là. À partir de ce moment-là, on les amène dans notre usine de destruction des documents. On a, bien entendu, toute la machinerie que ça prend pour procéder. Et on a aussi le recycleur qui va acheter tout ce papier-là une fois qui est détruit. OK.
pour ce qui est du client de tous les jours, en fin de compte, le résident qui arrive ici ou la personne qui a des documents à détruire, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il va arriver ici avec une boîte Archivex. Tu sais, des boîtes Archivex. Ouais. Puis nous, on charge un tel montant pour détruire la boîte, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on a un genre d'environnement dans lequel on reçoit ici même, sur la rue Montfaite, au centre de tri, qu'on donne accès aux citoyens pour qu'ils puissent venir porter ces documents. Parfait. Il y a aussi, je pense, de la location de main-d'œuvre. Oui. Quel type d'entreprises y ont recours ou pour quels besoins? Ah, bien écoute, ça peut... c'est une... T'as toujours des bonnes questions, hein? J'essaye. En fin de compte, ça peut être au niveau de la restauration, genre un plongeur. Okay. Ça peut être au niveau de l'entretien ménager. Ça peut être une demande ponctuelle qu'une entreprise a besoin d'un candidat, justement, pour un certain laps de temps. Tantôt, j'ai nommé une des entreprises que pour eux, 4 mois par année, bien, il y a une certaine activité qu'ils vont faire puis qu'ils ont besoin d'avoir une personne, mettons, à temps plein pour pouvoir, en fin de compte, faire le travail. Donc, on est là pour ça. Ça, c'est une activité, en fin de compte, qui ne prend pas beaucoup de place dans le cadre de notre mission sociale. C'est tout petit, là. OK? C'est pas de quoi non plus qu'on cherche à développer, OK? C'est plus une activité de service pour les gens qui nous entourent. Okay? Fait que, puis l'autre affaire, les résultats attendus, c'est que la personne en soi qui va se déplacer de l'atelier à l'endroit où est-ce qu'on l'envoie, c'est de la sous-traitance, bien, il faut bien voir qu'est-ce que ça va apporter, OK? Parce qu'on ne le fait pas nécessairement pour créer un revenu. On le fait pour le développement des compétences de cet employé-là. Bon, bien, il va y avoir un milieu social qui va être différent. Est-ce que les gens, là où on envoie la personne, vont prendre soin de notre employé? Fait que pour s'assurer de ça, bien, on a notre éducateur qui va se déplacer de l'atelier de travail, qui va s'en aller directement, mettons... Constater sur place ce qui se passe. Oui. Puis c'est quoi les objectifs? C'est quoi les résultats attendus qu'on a? OK? Est-ce qu'on veut que l'employé, quand il va avoir fini son stage ou le travail, les attentes sont-ils au niveau de l'apprentissage pour, je sais pas, moi, c'est-tu mathématiques, c'est-tu du français, c'est-tu peu importe la raison, ou c'est plus personnel à lui pour, justement, s'améliorer au niveau de ses relations de travail ou peu importe. Okay. Fait que c'est intéressant, mais je répète que c'est tout petit encore, là. OK. C'est tout petit. Encore à porter... C'est encore un peu en développement, d'une certaine façon. C'est en développement, puis c'est pas nos priorités non plus. OK, ouais. Je comprends ça. Quels sont les principaux défis que Récupération Frontenac a maintenant? Les principaux défis? Oh, ça, c'est... Bien, les principaux défis, c'est de maintenir, en fin de compte, les relations avec tout ce qu'on... Éco-entreprise Québec, c'est eux qui nous donnent des contrats, hein, jusqu'en 2030. Donc, c'est de s'adapter aux exigences, de s'adapter, en fin de compte, aux standards de qualité qu'ils veulent avoir. C'est de s'adapter à des conditions, à des procédés qu'ils nous demandent de mettre en place, puis bien, de maintenir une super de belle relation comme ça s'est passé durant la dernière année. Les principaux défis, c'est aussi de poursuivre le développement de notre mission sociale. Quand je parle qu'on est 150, bien, il y a 70 % des gens qui ont une limitation. Mais ce qu'on veut dans 5 ans, c'est d'avoir encore beaucoup plus de personnes qui sont capables d'intégrer Récupération Frontenac, peu importe que ce soit dans le centre de tri ou que ce soit là, dans l'atelier de travail. Fait que c'est quand même des défis importants. Puis, ben, c'est de préparer la relève aussi, là. Parce que... Y a-t-il un vieillissement chez vos employés qui... Ben oui. Okay. Fait qu'on a une main-d'œuvre, en fin de compte, qui, je dirais, la moyenne était peut-être à 48 l'année passée. Là. Okay. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut voir les choses venir puis il faut se préparer. T'sais, même son DG, il n'y a plus 40 ans. Là. Fait que le DG de Frontenac, lui aussi, lui aussi, il prend de l'âge. Fait que ça, c'est un autre défi que l'entreprise a là, c'est de bien placer, en fin de compte, notre vision, de bien placer nos cartes pour s'assurer que dans les prochaines années, c'est que Récupération Frontenac est en mesure de poursuivre ses activités en toute sécurité. Il y a une sorte de gestion de la croissance aussi qui est une priorité. Absolument. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont envisagés de votre côté? Vous avez dit quand même le déménagement de l'atelier de travail prochainement.
Ouais. Mais y a-t-il autre chose qui... On a pas mal fait le tour, là. Okay. Mais des projets, tu sais, c'est... Le développement a été quand même important déjà dans les dernières années. On vient de sortir d'une phase de mécanisation importante l'été dernier, là. On a investi sur un 4e séparateur de tri optique. Puis l'année précédente, on avait investi sur un agrandissement de 8000 pieds carrés. Quand même. C'est très rare qu'il va se passer 2 ans sans qu'on ait rien, sans que tu comprends? Il y a toujours quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Fait qu'on n'arrête pas, on se développe. Fait que c'est motivant, ça bouge beaucoup finalement, puis c'est toujours en croissance. Oui, ça bouge. Yes. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population et aux entreprises? Oui, bien, comme on mentionnait tantôt, le premier message, c'est de dire merci. Merci parce que sans vous, en fin de compte, on ne pourrait pas avoir une entreprise adaptée d'économie sociale qui est spécialisée dans la gestion des centres de tri. Puis, continuer à faire un bon travail, c'est vraiment important. Puis, pour ceux, en fin de compte, qui éprouvent de la difficulté, bien, je considère que c'est pas volontaire, mais parfois, c'est en manque de connaissances, tout simplement. Fait que ce que je vous propose, c'est de vous instruire, de poser des questions, d'aller sur les sites, d'aller sur... Il y a plein de plateformes où on peut s'informer. Puis ça, pour nous, c'est important. Parce que je répète que chaque geste que vous posez a un impact pour nous. Si vous posez un bon geste, le centre de tri vire, puis la vie est belle. Si vous posez un mauvais geste, bien nous, il y a des répercussions immédiates. Oui, c'est ça. Ils peuvent être dommageables, effectivement. Pour les entreprises, pour les ICI, bien, je poserais le même message. C'est exactement la même chose. C'est que continuez à analyser, à investiguer sur la qualité des matières recyclables qui sortent de chez vous. Fait que vous avez tous, en fin de compte, une cafétéria, vous avez des endroits, des bureaux. Bien, prenez le temps de voir avec vos employés s'ils font bien le travail. Puis regardez aussi, parce qu'en tant qu'entreprise, on doit aller chercher une accréditation à tous les 3 ans qui s'appelle « Ici, on recycle ». C'est une obligation, en fin de compte, qu'on a au niveau de l'environnement. Fait qu'à travers de ça, bien, ça nous donne la capacité d'innover puis d'aller chercher, de se réinventer puis de mettre en place des nouveaux projets pour bien faire les choses, pour optimiser là, le volume puis la qualité des matières qui rentrent ici au centre de tri. Bien, je vous remercie pour l'entrevue. On va quand même aller visiter aussi vos installations. Et j'ai été forcé de constater tantôt de notre arrivée que le directeur général est quand même un joueur de tour. Ah, vous nous avez amené finalement 2 employés pour qu'on procède à une courte entrevue avec eux, qu'on risque de présenter aussi finalement à la suite de ce reportage. C'est un peu dans ma nature, j'aime ça. Mais ça contribue à l'ambiance de travail aussi. C'est ça, exact. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment quelque chose qui se fait pas partout. Bon, mais regarde. Puis je pense que ça doit être apprécié des employés, puis c'est pour ça qu'ils ont autant de sourires que ça. Bon, bien, merci beaucoup, Guy, c'est apprécié. On va aller voir le tout, si vous le permettez. Ouais. Ça, au fond, c'est le plan de l'usine. Ça, c'est le plan de l'usine, OK? Il y a, en fin de compte, 2 approvisionnements qui sont dans 2 entrepôts complètement différents. Okay. Tu as, à l'arrière de l'usine, un entrepôt qui a une capacité de charge de, mettons, 100 tonnes métriques. Okay. Et ça, c'est tout ce qui provient du secteur résidentiel. Okay. Okay? Fait que tous les bacs bleus, quand le camion de recyclage, il fait le tour puis il fait ses cueillettes, bien, il vient le domper ici. La 2e entrepôt, c'est tout nouveau. Là. Ça fait 2 ans là, qu'on a ces nouvelles machines-là, puis ces nouvelles aires de réception-là. Ça s'applique aux ICI, les institutions commerce, industrie, et c'est des matières qui sont plus grosses. Puis des matières qui peuvent être différentes. Fait que tu as des gros, des gros morceaux de carton. C'est pas la même machinerie nécessairement du tout. Là, c'est pas la même machinerie. Fait que toutes les machines qu'on voit ici, tout l'agrandissement qu'on voit là, ça a fait l'objet d'un projet de mécanisation très important. Là. On a une machine ici, c'est une nouvelle technologie qui a été construite par Machinex là, du côté de Plessisville. C'est un projet de partenariat là, qu'on a eu avec eux. Ça, c'est l'usine qui existe depuis 1996. OK, mais qui a été, mécanisé beaucoup. Mécanisé. Fait qu'on parle à peu près, je pense, c'est 108, juste des convoyeurs. On aurait 108 convoyeurs partout dans l'usine au complet. OK. C'est mon gars, notre coordonnateur de maintenance qui me faisait le rapport là, il y a une couple de semaines. J'ai dit déjà, il a dit, écoute, on est tout le temps en train d'en rajouter, mais maintenant, ça fait que ça augmente.
ça augmente les périodes de maintenance, ça augmente tout. OK, ouais, je comprends. On a à travers de ça 4 séparateurs de tri optique. Fait que le séparateur de tri optique, ce que ça fait, c'est que ça reconnaît les propriétés des produits, ça reconnaît la forme, ça reconnaît les couleurs. OK. OK? Puis tout dépendant de ce que je veux lui faire trier, bien, il y a quand même il y a des paramètres que je peux ajuster pour lui dire aujourd'hui, je veux que tu me tries, mettons, des bouteilles d'eau. Fait qu'à toutes les fois qu'elle va avoir une bouteille d'eau qui va passer à l'intérieur du séparateur, la caméra va voir la bouteille, elle va communiquer avec un jet d'air qui va venir propulser la bouteille sur un autre convoyeur. Puis ça se fait avec des millisecondes. C'est très, très, très rapide, là. OK. Puis si on n'avait pas ces 4 trieurs optiques-là aujourd'hui, on ne pourrait pas traiter 30 000 tonnes métriques, puis on ne pourrait pas embaucher non plus tant de personnes. Fait que tu vois que c'est un peu différent. C'est que souvent, les entreprises vont dire, plus qu'on rentre de la mécanisation, plus qu'on rentre de la nouvelle technologie, moins que ça va nous prendre de main-d'œuvre. Bien, nous, plus qu'on en rentre, OK, plus que ça fait en sorte qu'on crée des postes beaucoup plus faciles, mais des postes de contrôleurs de qualité. C'est ça que ça fait pour nous. Fait qu'on crée des postes adaptés là, pour chacun là, des gens qui travaillent ici. Ensuite de ça, on a des séparateurs de tri balistiques. OK? Ça, c'est des séparateurs mécaniques qui ont 8 lattes. Puis les lattes, en fin de compte, ils font un mouvement pareil comme quand on fait de l'elliptique. Là. OK? Fait que ça fait exactement la même chose. Puis ce que ça fait, c'est que ça démêle le 3D du 2D. Fait que tout ce qui est 3 dimensions, qui a un corps qui est plus pesant, ça va débouler vers le bas du séparateur, toujours avec le mouvement comme ça. Puis il y a comme un genre de système aérolique qui rentre en dessous du séparateur, puis l'air, elle vient se propulser vers le haut. Un peu comme le même principe quand tu fais décoller un avion. C'est que l'air, elle passe en dessous des ailes, bien ça, c'est un peu la même chose. Puis tout ce qui est 2D, tout ce qui est plat, tout ce qui est léger, ça se ramasse vers le haut. Fait que ça devient plus facile pour nous, après ça, d'alimenter les différents séparateurs de tri optique pour aller nettoyer ce qu'on ne veut pas avoir dans ces produits-là. Fait qu'au lieu de pousser sur la matière qu'on veut, bien, on pousse sur la matière qu'on veut pas. Puis en bout de ligne, c'est le trieur qui fait le contrôle de qualité. Wow, OK. C'est vraiment intéressant. Intéressant, facile à dire, mais quand on est dedans, puis qu'on regarde ça aller, des fois, c'est... Je peux comprendre, oui. Ça prend une couple de semaines pour tout comprendre comment que ça peut fonctionner, tout ça. Là. Oui, parce que c'est quand même assez complexe. Yes. On va aller voir un peu le tout. On a une personne ici, en fin de compte, qui gère le centre de tri là, par un poste. Il y a 36 ou 38 caméras qui lui permettent, en fin de compte, de vérifier le volume entrant, la qualité des produits. Et il y a toujours des mandats de sécurité s'il voit, en fin de compte, qu'il y a de quoi qui est en train de se passer dans le centre de tri. Puis, il y a toute une boîte de contrôle. Fait qu'à partir de là, il est capable de non seulement ajuster les vitesses, les angles, mais il peut arrêter le centre de tri en tout temps s'il vient qu'à se passer de quoi. Je pourrais aller vous le présenter. On va aller voir le tout, effectivement. Ça marche? Yes. Je vous parlais tantôt du poste. La personne qui ajuste tout le centre de tri au complet. Donc, c'est M. Luc Bolduc. Salut, M. Bolduc. Yes, accompagné de enchanté. Guy, là, qui est journaliste à TV-CRA. Donc, on se trouve présentement au centre de contrôle. C'est quelque chose. Oui, mon travail, c'est que j'ai 32 caméras. Puis mon travail, c'est de checker les points de chute les plus dangereux où ce qu'on peut avoir des blocages pour éviter d'avoir des blocages puis d'éviter d'arrêter l'usine. Donc, quand je le vois sur une caméra, j'ai une personne qui fait mes jambes, si tu veux. Puis je lui dis qu'à tel point, à telle place, tel convoyeur, il va avoir un blocage, d'aller débloquer pour pas que l'usine arrête. Et aussi, je peux contrôler pour la qualité. Fait que je peux zoomer et agrandir les caméras pour être capable de trouver vraiment la qualité. Ça demande une attention constante. C'est vous l'œil de lynx, au fond. Oui, c'est ça, exactement. Puis quand ça arrive souvent qu'il se passe des choses ou habituellement tout va assez bien? Ben, tout va assez bien, mais il y a des points critiques qu'il faut que j'aille les yeux toujours là, que ça arrive une couple de fois par jour. Là. Mais l'usine n'arrête pas, on est capable d'intervenir pour être capable de prévoir le problème avant qu'il arrive. Exactement. Exactement. Parfait. Hey, merci beaucoup, M. Bolduc.
Bien intéressant de voir ça. Ah ouais, ça fait Puis bonne continuation à vous. Bon, ben, ça fait plaisir, puis bonne journée. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous sommes chez Récupération Frontenac et nous allons d'abord rencontrer comme deux employés que je vais leur demander d'ailleurs de se présenter en tout premier lieu. Vous êtes mesdames? Darel Vanessa, coordonnatrice des expéditions vente à Récupération Frontenac depuis peu. OK. Et vous? Moi, c'est Nathalie Rouleau. Je suis la technicienne comptable ici. Moi, je suis ici depuis février 2003. Une chargée aux expéditions, qu'est-ce que ça fait exactement? Une chargée aux expéditions s'assure que les ventes sont bien cédulées avec les transporteurs, que les transporteurs savent quand est-ce qu'ils doivent venir chercher la matière, qu'ils vont livrer chez le bon client, que le poids également de la matière est celle attendue par le client. Donc, en quelques mots, voilà ce que fait une chargée des expéditions. Parfait. Et une technicienne comptable, à votre tour? Bien, c'est tout ce qui est rapport à la finance, de rentrer les factures fournisseurs, clients, faire balancer les états financiers pour pouvoir produire à tous les mois, puis remettre à la direction pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Depuis combien de temps êtes-vous à l'emploi de Récupération Frontenac? Moi, ça va faire 2 ans, le 7 février de cette année. Okay. Oui. Et vous étiez à la radio avant? Oui, j'étais journaliste radio au Cameroun avant de venir ici au Québec. OK, c'est très intéressant. Ah oui. Et vous, depuis combien de temps vous êtes à l'emploi de Récupération 23 ans. Frontenac? Ça va faire 23 ans? 23 ans, le 18 février 2026. OK. Qu'est-ce qui vous motive de venir travailler ici? Bien, moi, je dirais que c'est vraiment l'ambiance. On a une belle équipe de travail. C'est le fun d'être ici. Tout le monde est souriant, tout le monde se parle. On a une belle équipe de travail, là. Puis c'est sûr que le patron, il est pour beaucoup, là. OK. C'est sincère, là, mais il met de l'action. Quand il est ici, ça paraît. OK. On dirait que Nathalie a lu dans mon cœur parce que notre première motivation, c'est vraiment l'ambiance. C'est le fun. Quand on se lève le matin, on a envie de venir au travail parce que on a des collègues formidables, on a un patron que dès qu'il arrive, c'est le sourire qu'il donne à tout le monde, des petites blagues. Quand vous avez des petits problèmes personnels, il vous écoute, il vous remonte. L'ambiance est vraiment l'une des meilleures. Donc tous les matins, quand on se lève, c'est sûr qu'on aime venir travailler. Quel genre de petites blagues qu'il peut vous faire? Je vais vous raconter une petite blague qu'il m'a faite hier. Il m'a envoyé un message sur TikTok. Okay. Là, il m'envoie un message avec un nom inconnu, je ne le connaissais pas. Je vous connais, votre patron a perdu ses cheveux, votre comptable a perdu sa tête. OK. Là, je trouve drôle, mais j'ose pas en parler parce que c'est quand même... dire que notre comptable a perdu la tête, que mon boss n'a plus de cheveux, qui oserait dire à son patron qu'il n'a plus de cheveux sur la tête. Vous en faites ça vous aussi, des blagues? Il a fait la même chose. C'est ça. Mais Darel est venu me voir, puis moi, je savais que c'était signé Junior, là. Tu fais des grosses blagues aussi, des fois? Oui. Ou il en fait régulièrement. régulièrement? Oui. Presque à tous les jours, finalement? Il aime ça pogner aussi les gens là, au téléphone, là, se faire passer pour une autre personne, puis demander des renseignements et tout ça. Là, fait que... Parfait. Parce que vous en avez fait une encore ce matin, une blague. C'est ça. Je me doutais, là. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, c'est arrangé avec vous. Hey, je vous remercie tout de même de Ben, votre merci. participation. Merci à vous. Ça a été très agréable de vous rencontrer. Merci. Au fond, à la base de Récupération Frontenac, il y a un conseil d'administration qui participe étroitement aux activités aussi. Absolument, oui. OK. Qui est composé de combien de membres, au fond? Il y a 9 membres. OK. 9 membres, c'est tous des bénévoles. On se rencontre une fois par mois. Il y a 11 rencontres par année avec l'AGA, je crois, dans ce coin-là. Fait que c'est tous des gens très, très impliqués, des gens extraordinaires. Qui apportent leurs idées, qui apportent de l'eau au moulin aussi. Oui, on a un excellent conseil d'administration qui est présidé par Marc Soucy depuis 5 ou 6 ans, là, à peu près. C'est ça. Fait que, tantôt, on parlait de M. Guy Lessard au début, vers la fin des années 70, que lui et un groupe, en fin de compte, de collègues, il y avait eu la vision de créer cette mission-là.
Ben, de là, en fin de compte, il s'est bâti un conseil d'administration là, qui a toujours existé. Fait qu'on dit 45 ans. C'est 45 ans de développement, mais tout ça, ça a été quand même supporté par une gouvernance qui est le conseil d'administration de Récupération Frontenac. On vient d'effectuer la visite de l'usine. Mon Dieu, que c'est impressionnant. Ah, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose à découvrir, je vous dirais. Ouais. Et on prend conscience aussi de comment ça se passe effectivement dans le cadre de vos activités. Ça a été vraiment apprécié. Ben, je suis content. Si vous avez aimé ça, c'était le but. Yes. Hein? Fait que je vais vous souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup. Dans votre mission sociale. Parfait. Et dans vos activités. Et que le succès que vous avez déjà continue. Merci beaucoup. Puis je constate que vous connaissez, je crois, les noms de tous les employés par cœur. J'en échappe pas beaucoup, à moins qu'il ait rentré hier, là, mais oui. C'est sûr et certain que des fois, dans le feu de l'action, là, j'ai comme un peu des petits blancs, là. Mais on les connaît. On voit que le contexte familial est important. Ben, je dirais, une des priorités, c'est de savoir qui travaille pour toi, là, qui travaille avec toi. Là. Ouais. Fait que par respect, on les connaît pas mal toutes. Là, ouais. Hey, merci beaucoup, M. plaisir, Saint-Cyr, pour merci cette à vous. entrevue-là. C'était Merci. très agréable. Et à la prochaine. Merci. Yes.